Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous. 23e revue de presse du pôle de Renaissance communiste en France, et nous nous retrouvons ce mercredi 17 novembre 2021. Pas n'importe quelle date, le 17 novembre, puisqu'il y a 3 ans, pile, jour pour jour, avait démarré le mouvement des Gilets jaunes, du moins physiquement démarré, puisque en réalité les appels à la mobilisation, à la manifestation, à l'insurrection même, en réalité, contre le pouvoir en place, avaient été lancés plusieurs jours avant. Et nous rappelons d'ailleurs à ce sujet que le PRCF n'avait pas attendu le 17 novembre pour prendre position, mais plusieurs jours avant avait déjà pris clairement position à travers un appel qui était notamment signé par le président du PRCF, Léon Landini, le secrétaire national de l'époque, Georges Gastaut, en faveur d'un soutien absolu aux revendications populaires et démocratiques qui est exprimé par les Gilets jaunes. Donc nous avons bien sûr une pensée pour ce combat qui n'est pas fini, puisque quand bien même on cherche à effacer, bien entendu, ce mouvement, eh bien en réalité il est toujours présent à travers différents groupes avec lesquels d'ailleurs le PRCF entretient des relations croissantes et fructueuses. Eh bien ce combat n'est toujours pas terminé, il se poursuit. Il se poursuit comme se poursuit aujourd'hui, en ce 17 novembre 2018, 2021, pardon, eh bien la grève des cheminots qui depuis des années luttent contre l'eurodestruction de la SNCF. Aujourd'hui, il y a donc un appel à la grève qui, espérons-le, sera le suivi le plus massivement possible, tout simplement parce que ici, nous sommes en train d'assister, en France, à l'eurodestruction de la SNCF, puisqu'il s'agit de l'application de toutes les fameuses directives qui cherchent à ouvrir à la concurrence le rail, qui sont en train de faire des dégâts. Et à ce sujet, nous tenons à signaler, à donner des exemples très précis. Un en particulier, puisque nous avons été alertés par nos camarades de la CGT cheminot de Versailles. Les lignes N et U du TER, pour celles et ceux qui connaissent, ce sont les lignes qui vont jusqu'à Paris-Montparnasse notamment, et qui passent par des gares des Hauts-de-Seine, comme par exemple Meudon, Bellevue ou Sèvres-Rive-Gauche, ou par des gares des Yvelines comme Plaisir-les-Clays, La Verrière, etc. Eh bien, à quoi assistons-nous? À la fermeture progressive des guichets. Autrement dit, à la déshumanisation. À la déshumanisation progressive, qui a aussi pour conséquence, vous vous doutez bien, des licenciements, ce que l'on appelle des restructurations de l'emploi, parfois même encore plus intéressant, des plans de sauvegarde de l'emploi, et qui en réalité débouchent sur la destruction pure et simple des travailleurs, parce que c'est au-delà de leur emploi, c'est de leur vie tout court, des travailleurs de la SNCF. Et justement, les expressions qui viennent d'être utilisées vont permettre d'illustrer parfaitement le thème de cette vidéo, qui consiste à remettre les cerveaux à l'endroit. Parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que tout fonctionne à l'envers, en particulier dans les cerveaux de nombreuses personnes de toutes les familles politiques, de Zemmour jusqu'à même des membres de la France Insoumise, sans compter bien sûr le PCF, ces derniers temps. Et pour remettre les cerveaux à l'endroit, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut une alternative qui soit claire, radicale, cohérente et qui véritablement permette de rompre avec toutes les forces de soumission qui cherchent à détourner les cerveaux, à les endoctriner réellement, pas comme soi-disant les professeurs de l'éducation nationale parce qu'ils enseigneraient le combat antiraciste ou le décolonialisme, nous allons en reparler. Eh bien la seule alternative possible, c'est l'alternative rouge tricolore, c'est celle que nous proposons. À ce sujet, il faut également signaler que le PRCF a organisé, nous l'avons déjà annoncé sur Internet, le week-end dernier à Dourdan, eh bien, sa première université populaire qui s'est révélée un vrai succès politique. Un vrai succès politique qui a démontré d'une part la capacité de mobilisation des militants du PRCF venus d'un peu partout en France, d'Alsace, du Nord-Pas-de-Calais, de Bretagne, du Sud-Ouest, du côté de la Gironde, de la Corrèze, aux alentours du Tarn-et-Garonne, de la Méditerranée également. Nous avions des camarades par exemple venus des Alpes-Maritimes, du Vaucluse, pas très loin donc de la Méditerranée, des Bouches-du-Rhône naturellement, mais également des camarades venus autour de Saint-Étienne et puis bien entendu l'Île-de-France qui était présente de manière importante. Eh bien, non seulement nous avons montré notre capacité de rassembler, mais aussi de pouvoir œuvrer dans une logique d'ouverture. Et il suffit de voir la liste des présents, des invités présents, qui ne sont pas membres du PRCF, pas communistes, mais qui ont accepté de venir partager ces 2 jours de réflexion autour d'ateliers aussi divers et variés que sur les questions du communisme en lien avec l'écologie. C'était le cas par exemple de notre camarade Guillaume Suin, membre du Rassemblement communiste, sur les questions féministes également. Et à ce sujet, nous avions justement 2 camarades cheminotes de la CGT de Versailles, dont une a décidé d'ailleurs d'adhérer au PRCF à la suite de ce week-end. Et puis sans compter quelques noms non négligeables
fiables dans leur domaine. On peut penser à Frédéric Farah, économiste, auteur de Fake State, et qui était présent pour réfléchir à la question justement de l'économie politique et la critique qu'on doit apporter à l'ordolibéralisme qui est pratiqué notamment au niveau de l'Union européenne. C'était également la présence de Christophe Prudhomme, qui est membre de la CGT de la santé, qui travaille justement en Seine-Saint-Denis et qui était présent pour aborder la question de la nécessité de reconstruire un service public de la santé pour tous. Et puis nous avions aussi la présence de François Boulot. Pour sa dernière intervention publique, il avait décidé d'être présent à l'Université populaire du PRCF, avocat et justement une des figures de proue du mouvement des Gilets jaunes qui a débuté il y a 3 ans et qui venait témoigner, parce que c'est aussi justement l'un des problèmes de ces cerveaux à l'envers, de l'eurofascisation croissante qui frappe la France, pas seulement la France, mais notamment la France. Et les cerveaux à l'envers, justement, l'un des moyens de pouvoir les guérir, c'est de se tourner vers l'alternative rouge tricolore qui associe le drapeau rouge et le drapeau tricolore et qui propose la ligne claire du Frexit progressiste, c'est-à-dire en finir avec l'euro, l'UE, l'OTAN et le capitalisme. Bien entendu, vous avez des caciques qui n'arrêtent pas de dire, vous répétez comme des perroquets ceci, ça n'a aucune prise significative, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune réalité concrète. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si, puisqu'on vient de parler par exemple de la SNCF, et on pourrait parler d'ailleurs de tas d'autres domaines. Mais ça a aussi une réalité concrète, c'est que ça nous permet de résister à cette vague brune que le PRCF, euro-brune d'ailleurs, que le PRCF ne cesse de dénoncer depuis des années. Cette eurofascisation qui ne cesse de monter et qui contribue à mettre à l'envers les cerveaux. Que l'on pense bien entendu à Éric Zemmour, qui d'ailleurs, en ce jour-là, est jugé en tribunal correctionnel. Lui-même ne se rend pas au tribunal, grand seigneur qu'il est, naturellement, mais pour les propos qu'il avait tenus à propos des enfants migrants qui seraient des voleurs, des violeurs et des assassins. C'est bien connu. Un enfant migrant, il est par essence un voleur, un violeur et un assassin. Du moins, dans le cerveau fanatique d'Éric Zemmour, bien entendu que oui. Et justement, Zemmour contribue à mettre les cerveaux à l'envers à travers ce genre de déclaration, et puis à travers son révisionnisme purement négationniste de l'histoire. Lorsqu'il affirme par exemple que le maréchal Pétain a sauvé les juifs français, les a protégés, lorsqu'il affirme qu'il a protégé les Français du nazisme, d'Hitler, de la collaboration même, alors qu'il suffit de prendre quelques documents, même dans une classe de 3e, en faisant un cours d'histoire, sans que ce soit de l'endoctrinement, mais tout simplement une explication matérialiste et dialectique de l'histoire, pour démontrer que non seulement Pétain n'avait besoin de personne pour rédiger et signer le décret du 3 octobre 1940 qui exclut les juifs de la communauté française, qui exclut les juifs de la citoyenneté française, puis par ailleurs, pour que les grands industriels, les grands banquiers, les grands patrons collaborent massivement et joyeusement avec l'Allemagne nazie, que tout un ensemble de partis, avant tout d'extrême droite, collaborent joyeusement avec l'Allemagne nazie pour aller combattre ce qu'on appelait à l'époque le judéo-bolchevisme. Et le problème, c'est que malheureusement, Zemmour peut prospérer et retourner les cerveaux, les mettre complètement à l'envers, parce que la résistance, la véritable résistance qui associe le drapeau rouge et le drapeau tricolore, eh bien, elle est insuffisante, largement insuffisante. Elle est animée avec le PRCF qui est à son avant-garde, pas seulement par le PRCF, mais entendre derrière les cris d'orfraie d'autres formations qui, de fait, tiennent parfois des propos, on va le voir, comparables à ceux de l'extrême droite, bah, ça empêche en réalité de pouvoir remettre les cerveaux à l'endroit. Il n'y a pas que Éric Zemmour, bien entendu, il y a aussi Marine Le Pen, qui, encore récemment, sur France Info, lundi, à la question simple de savoir « Mais que feriez-vous pour rétablir la sécurité en France ?» Nous parlons d'ailleurs de sûreté publique, plutôt. Eh bien, sa première réponse, « J'organise un référendum sur l'immigration. » C'est bien connu, le problème majeur lié à l'insécurité, c'est l'immigration. Ce ne sont pas les trafics qui ont lieu dans les banlieues. Non, non, pas du tout. Pour Marine Le Pen, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas aussi tous les problèmes de fraude fiscale, essentiellement, dont nous allons reparler. Ce ne sont pas aussi les violences physiques, les atteintes aux personnes, du fait d'un manque d'effectifs de la police nationale et surtout locale, puisqu'on a supprimé la police de proximité, et c'est d'ailleurs la soi-disant droite républicaine qui l'a fait. Non, non, le problème, c'est l'immigration. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs qu'il n'y a pas des questions qui se posent à travers le système de l'immigration, et notamment le fait que le patronat est très heureux d'avoir des immigrés sans papier, non régularisés, pour pouvoir les exploiter, les sous-payer, les empêcher d'avoir la sécurité sociale, le droit à la retraite, etc. Et donc profite, et on oublie souvent de le dire, mais nous répétons que le MEDEF est parfaitement pro-immigrationniste.
Eh bien, ça contribue aussi à mettre les cerveaux à l'envers. Tout comme la droite pseudo-républicaine met les cerveaux à l'envers. Que l'on pense par exemple au Figaro, qui encore récemment a justement publié une en accusant les enseignants d'endoctriner carrément les élèves en leur enseignant quoi? L'antiracisme. Alors on va rappeler quand même une chose à la droite soi-disant républicaine, le racisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. D'un point de vue juridique, c'est un délit. Autrement dit, on est là pour expliquer, lorsque nous sommes, comme c'est mon cas, enseignants d'histoire, géographie, enseignement moral et civique, qui est un nom très pompeux, on aurait beaucoup de choses à dire là-dessus au demeurant, on est là pour expliquer le fonctionnement des lois dans notre pays. Ce qui ne signifie pas que toutes les lois soient parfaites, et ce qui ne signifie pas que toutes les lois doivent être dans l'absolu forcément toujours respectées, à partir du moment où elles n'ont aucune légitimité par rapport au genre humain. Sinon, vous doutez bien que tous les fonctionnaires auraient dû appliquer sans hésitation les lois de Vichy entre 40 et 44. Non, nous sommes là pour expliquer que tout simplement, l'idée qui consiste à considérer qu'il y aurait des races, des identités, nous allons y revenir, dès lors une hiérarchie possible et ce qui pourrait contribuer à un racisme, oui, effectivement, c'est un délit interdit par la loi. Et de là, nous entendons comme réponse de la part de l'extrême droite, oh mais liberté d'expression absolue, comme la libre parole d'Édouard Drummond en 1892, qui appelait à mettre à bas les juifs, qui avait comme mot d'ordre à bas les juifs. Voilà dans quelle situation nous sommes. Les cerveaux sont complètement retournés dans cette logique. D'ailleurs, le Figaro dénonçait aussi notamment le fait que serait enseigné le décolonialisme. Excusez-nous de raconter l'histoire et le fait qu'il y a eu la décolonisation. En effet, on l'explique pourquoi. Et ça permet de rappeler que ça a été l'occasion de soulèvements nationaux et populaires au nom d'un principe très simple qui est celui de l'indépendance et de la souveraineté. Ce pourquoi d'ailleurs les résistants entre 40 et 44 se sont battus en France, des résistants qui, on ne le dira jamais assez, parce que là aussi il y a beaucoup trop de cerveaux fumeux qui racontent n'importe quoi sur cette période, étaient avant tout communistes. Bon, ce qui n'empêche pas encore sur les réseaux sociaux de trouver des gens pour expliquer que, mais pas que sur les réseaux sociaux, également dans les médias, des gens comme Michel Onfray qui expliquent qu'en fait c'est le Front Populaire qui en 1940, le 10 juillet 40, a donné les pleins pouvoirs au maréchal Pétain et notamment les communistes bien entendu. Pas de chance, ce parti communiste était déjà interdit depuis septembre 1939, accessoirement par la Troisième République, enfin du moins ce qui est resté de républicain dans cette Troisième République. Donc il était impossible pour les parlementaires communistes de voter les pleins pouvoirs à Pétain. Et puis de toute façon, vous vous doutez bien quelle aurait été la réponse quand on sait que Pétain était un anticommuniste profond et un antisémite notoire, n'en déplaise d'ailleurs à Éric Zemmour. Mais les cerveaux se retrouvent aussi à l'envers du fait de propos absolument invraisemblables qui sont tenus parce que l'on appelle le bloc centriste, pour faire simple. Bien sûr par la Macronie. Pensez quand même que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui n'est plus à une sottise prête, a réussi à déclarer sur Europe 1, à propos d'Éric Zemmour, que celui-ci serait l'un des derniers en France qui serait un marxiste et aurait des analyses marxistes. D'abord, c'est que M. Zemmour, effectivement, il a une vision très marxiste des choses, mais il le revendique lui-même, d'ailleurs, et c'est d'ailleurs intellectuellement intéressant. C'est peut-être un des derniers marxistes. Et oui, nous apprenons donc qu'Éric Zemmour est marxiste dorénavant. Nous sommes heureux de le savoir, tout comme nous avons pu entendre qu'Éric Zemmour était un jacobin à un moment, alors qu'en fait il baigne dans l'anti-jacobinisme, la contre-révolution la plus profonde, et bien sûr dans l'anti-marxisme, dans l'anti-bolchevisme par définition. Mais non, pour Darmanin, Zemmour est marxiste. Et c'est bien ça le problème des cerveaux à l'envers, c'est qu'à force d'utiliser des mots pour dire le contraire de ce qu'ils signifient ou pour désigner des personnes de manière totalement mensongère par rapport à la réalité, on se retrouve dans une situation de chaos intellectuel, de chaos politique et même de grand désarroi. Mais justement, dans le fond, et c'est ce que nous allons voir avec aussi malheureusement les dérives qui existent dans ce qui s'appelle la gauche, enfin du moins ce qu'il en reste, eh bien en réalité, c'est de céder à la réaction. C'est de céder à la fascisation qui explique que nous nous retrouvons dans cette situation. Et le meilleur rempart, c'est un rempart bien sûr antifasciste, mais sur une ligne claire, l'association des drapeaux rouges et tricolores. Et en tout cas, de ne pas céder à la réaction, comme le disait si bien Georges Politzer. Or, céder à la réaction, c'est ce qui se passe dans certains randis de la gauche. C'est par exemple le cas de M. Remontada, Arnaud Montebourg, qui, d'ailleurs, comme slogan poétique, n'a rien trouvé de mieux que de reprendre une expression footballistique pour désigner un match de football en mars 2017 qui opposait le FC Barcelone au Paris Saint-Germain. Il ne trouve rien de mieux, M. Remontada, que d'expliquer, encore mieux qu'à droite, que pour pouvoir obliger les étrangers, les immigrés qui ne sont pas en situation régulière en France, à quitter le territoire lorsqu'ils ont reçu cette obligation,
Que trouve-t-il de mieux comme moyen? Eh bien, de bloquer les transferts d'argent privé via Western Union, qui est une société donc, de transfert d'argent privé vers les pays d'origine de ces immigrés. Autrement dit, s'attaquer aux familles qui sont sur place, qui n'ont rien demandé, qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe potentiellement dans le pays d'accueil pour la personne partie à l'étranger, eh bien, bloquer ce transfert d'argent privé, et en dénonçant une manne de 11 milliards. Mais on préférerait rétorquer le chiffre de 11 300 milliards, dont M. Montebourg semble s'être peu préoccupé, celui de l'immense évasion fiscale, qui d'ailleurs n'est pas de l'évasion, c'est la logique du capitalisme même, permettre en réalité à l'argent de circuler sans aucun contrôle, tranquillement, librement, dans ce qu'on a appelé l'affaire de la boîte de Pandore, les Pandora Papers. On aurait pu s'attendre à ce que celui qui défend soi-disant la souveraineté nationale et populaire, sans d'ailleurs vouloir sortir de l'Union européenne, ni de l'euro, ni de quoi que ce soit, ni de l'OTAN, eh bien, signale plutôt ces 11 300 milliards d'euros. Eh ben non. Il se trouve que ce sont les 11 milliards passant par Western Union qui ont été matraqués. Et ce n'est pas une raison, puisque nous avons appris qu'Arnaud Montebourg avait dans son entourage des sarkozystes. Et oui, pour reconstruire la France de manière souveraine en termes de souveraineté nationale et populaire, rien de mieux que de s'entourer de Sarkozy, c'est-à-dire de gens qui ont soutenu un président qui, faut-il le rappeler, a fait adopter par voie parlementaire le traité de Lisbonne qui avait été rejeté 3 ans plus tôt par les Français par référendum sous le nom de traité établissant une constitution pour l'Europe. Mais malheureusement, les cerveaux sont également à l'envers à cause de tous ces faux socialistes, qui ne savent même pas ce que c'est le socialisme, mais aussi à cause de faux communistes. Et que l'on pense par exemple à Yann Brossa, qui justement récemment n'a rien trouvé de mieux à déclarer du fait de son anti-mélenchonisme primaire. Alors, outre le fait qu'il accuse Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise de ne pas avoir de programme sur la sécurité ou que sais-je encore, ce qui est un peu curieux d'ailleurs pour quelqu'un qui a soutenu Jean-Luc Mélenchon en 2017, donc passons, mais qui finalement explique que, en réalité, on peut discuter avec Arnaud Montebourg. C'est quand même très curieux de la part d'un parti qui ne cesse de se réclamer antifasciste, contre la fascisation, pour la défense des immigrés, ou que sait-on encore. Notons à ce sujet que les propos de Fabien Roussel, qui était tout à fait d'accord pour expulser par définition des sans-papiers qui n'auraient pas obtenu une régularisation, oui, expulsons-les dans leur pays en guerre, hein. À l'origine, on s'en fiche, on verra bien ce qui leur arrivera sur place, ils pourront crever sur place, remarquez, ça fera moins de problèmes en France, comme on dit. Mais, voyez-vous, le souci, c'est qu'à force de parler le langage qui est utilisé par l'extrême droite, eh bien, on est en train d'ouvrir progressivement la voie de cette eurofascisation. Et Yann Brossa trouve rien de mieux que de dire que finalement, on peut parler avec un Montebourg qui a eu ses propos récemment. Tout comme Yann Brossa, faut-il le rappeler, avait rendu un vibrant hommage au décès de Patrick Devedjian, Audi Patrick Devedjian qui était pourtant l'un des fondateurs et l'un des animateurs principaux d'un courant néofasciste à la fin des années 60 du groupe Occident. Et il avait rendu un hommage public il y a 1 an et demi. Vous voyez comme quoi les cerveaux à l'envers, eh bien, ne cessent d'ouvrir cette voie à l'eurofascisation. Mais signalons-le clairement, les cerveaux à l'envers, on retrouve ce problème au sein même de la France insoumise. Et les propos récents de Raquel Garrido à propos de ce qui s'est passé concernant le 13 novembre 2015 sont absolument terrifiants. Zemmour, comme d'habitude, est allé dans la provocation, accusant François Hollande d'avoir laissé, en gros, se perpétrer les attentats. Mais que Raquel Garrido explique que les familles sont, à l'heure actuelle, dans une démarche qui vise à une réconciliation, y compris avec les terroristes. Mais comment est-il possible, imagine-t-on véritablement les résistants communistes se réconcilier avec les collaborateurs et leurs, tout simplement, bourreaux nazis en 1945? Comment est-ce possible d'imaginer ceci? Tout comme comment serait-il possible de se réconcilier, et là nous prenons la défense de la France insoumise sur le sujet suivant, comment est-il possible de se réconcilier avec des groupes d'extrême droite comme la Nation gallicane qui appellent à tuer, lancent des appels au meurtre envers Taha Bouafs, envers Jean-Luc Mélenchon, envers Daniel Obono, et en ciblant au passage des musulmans, des juifs, des gauchistes, enfin ce que vous voulez. Eh bien,
voyez-vous, c'est tout ceci qui contribue à la confusion des cerveaux. Et reconnaissons d'ailleurs que si on veut mener un véritable combat antifasciste, ce n'est certainement pas en crachant sur le drapeau tricolore qui doit être associé au drapeau rouge. Ce n'est certainement pas, bien sûr, en crachant sur le drapeau rouge, qui est le meilleur rempart contre le fascisme. Mais le drapeau rouge seul ne saurait suffire. Car le combat antifasciste a toujours eu cette composante patriotique indispensable, celle que d'ailleurs relevait déjà Jean Jaurès ou encore Lénine en leur temps. Or, qu'a-t-on appris récemment? Qu'un certain Olivier Tonneau, un historien à Cambridge, qui dénonçait à raison d'ailleurs la fascisation qui s'opérait à travers CNews, a terminé un billet d'humeur en expliquant qu'il faut absolument chanter Nique la France, appeler ses enfants Mouloud, Rachid ou que sais-je encore, qu'il faut absolument basaner les rues. Mais au nom de quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, vous retrouvez ici un combat identitariste, une logique identitariste de... On ne peut pas appeler ça de gauche en réalité, parce que l'essentialisation, l'identitarisme, ce sont par définition des catégories. Or, les communistes se battent contre la logique de catégorie. Ils se battent contre la catégorisation et l'essentialisation qui est la négation du genre humain. Parce que le genre humain, c'est justement, et d'ailleurs ça revient à la logique matérialiste et dialectique, c'est la logique de l'évolution, c'est la dynamique. C'est celle qui fait que l'on n'enferme pas une personne dans une catégorie, sous peine d'ailleurs d'en faire une cible comme pour les fanatiques de la nation gallicane qui appellent au meurtre. Rappelons aussi que c'était le cas du susnommé Papacito qui n'avait rien trouvé de mieux que de s'amuser, paraît-il, à tirer sur la tête de Mélenchon. Eh bien, voyez-vous, la confusion, l'immense confusion, l'énorme désarroi qui explique que nous ayons des cerveaux à l'envers se retrouve dans toutes les familles politiques qui, pourtant, ont peut-être des chances d'avoir un candidat ou une candidate, on verra bien, à l'élection présidentielle. Ne nous étonnons pas alors du terrible sentiment d'impuissance et de colère également de la part de citoyens et de travailleurs qui s'apprêtent à quoi? Soit à s'abstenir, soit à verser dans un vote plus pathologique que rationnel, et qui cherchent une voie, une issue pour en finir avec un cauchemar qui paraît de plus en plus sans fin. Mais elle existe cette voie, et elle est derrière. C'est l'association du drapeau rouge et du drapeau tricolore. C'est le Frexit progressiste, c'est-à-dire la sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN et du capitalisme. C'est le combat pour l'alternative rouge tricolore. Celle qui d'ailleurs, puisque nous avons commencé par le 17 novembre, nous avons terminé là-dessus, celle qui est portée par et les syndicalistes de combat et par les gilets jaunes. Et comme le représentent très bien les bandeaux, la banderole, les affiches du PRCF, le drapeau tricolore que les gilets jaunes ont remis au goût du jour, quand bien même le PRCF l'a toujours mis, lui, au goût du jour, et puis le drapeau rouge que les syndicalistes remettre de plus en plus au goût du jour pour ceux qui, au moins, ont compris qu'il fallait rompre avec la Confédération européenne des syndicats et opter pour la Fédération syndicale mondiale rouge, c'est-à-dire pour pouvoir mener l'indispensable combat de classe et de masse, afin d'en finir, non pas pour se réconcilier ou quoi que ce soit, mais pour en finir avec toutes les forces de soumission de la souveraineté nationale et populaire. Les forces capitalistes, les forces européistes, les forces fascisantes, les forces impérialistes, bon bref, toutes celles qui détruisent tout en France. Les conquêtes sociales, les droits démocratiques, les libertés publiques, les services publics, la République une et indivisible même qui est en train d'éclater. Et puis, bien entendu, tout simplement le genre humain, parce que nous allons progressivement, nous n'allons pas nous mentir, vers des jours malheureux pour le moment. Des jours malheureux du fait de la guerre, le spectre de la guerre qui menace à l'autre bout de la planète, du côté du Pacifique, mais qui pourrait avoir des conséquences mortifères et néfastes pour la France. Et puis, nous allons vers des jours malheureux pour le moment, disons-le clairement, parce que aucune voie possible pour en finir avec toutes ces forces de soumission existe. Pas même plus d'ailleurs, davantage, celle proposée par la France insoumise, qui est en réalité bien différente de ce que disait la France insoumise en 2016. Car sortir des traités européens pour expliquer que dans le fond derrière, oh, ah bon, on fera une UE à la carte, on appliquera les directives à la carte. Il y a des pays qui, après tout, ne sont pas dans l'euro. Ah bah, ils n'appliquent pas l'euro, c'est normal, ils n'y sont pas. Mais quand vous avez l'euro, mais il n'y a pas de 36 000 solutions. Soit vous appliquez toute sa rigueur maastrichtienne que vous avez acceptée, soit vous en terminez avec, puisqu'on ne peut pas revenir en négociant dessus. Il faut l'unanimité. Eh bien, vous voyez que même de ce point de vue, il y a eu un recul en réalité de la France insoumise. Et c'est pourquoi, plus que jamais, le PRCF défend et continuera de défendre une voie qui sait susciter de plus en plus l'intérêt, l'écoute des citoyens et des travailleurs. Celle d'en finir avec l'UE, l'euro, l'OTAN et le capitalisme pour reconstruire les nouveaux jours heureux dont nous avons urgemment besoin et pour lesquels tant de résistants communistes
en particulier, sont tombés il y a maintenant plus de 75 ans. Voilà. C'était la 23e revue de presse du PRCF. Nous nous retrouvons très bientôt, camarades. Et bien entendu, vous pouvez compter sur la présence du PRCF, notamment ce samedi 20 novembre à 14 h auprès des camarades cubains, puisque les camarades cubains avaient envoyé justement des représentants de l'ambassade à notre université populaire à Dourdan pour poursuivre le combat contre toutes les agressions impérialistes, fascistes vis-à-vis de Cuba socialiste. Le combat continue, camarades.